Nous allons maintenant nous attarder sur la ventilation minute, qui est une des grandeurs importantes lorsque l'on parle de ventilation pulmonaire. Nous verrons donc ce qu'est la ventilation minute, nous parlerons de la notion d'espace mort, nous verrons comment la ventilation est distribuée en fonction des régions du poumon, avant de dire quelques mots de la ventilation artificielle. La ventilation minute, qui est représentée sous la forme d'un V avec un point, avec comme indice grand E ou grand M, est égale au produit du volume courant par la fréquence respiratoire. La ventilation minute est un débit, c'est le débit d'air par minute, et ce débit d'air par minute qui va entrer et sortir du poumon est égal au volume courant, multiplié par la fréquence respiratoire. Alors pour avoir un ordre de grandeur, vous pouvez regarder ces chiffres, mais bien entendu, il s'agit seulement d'un ordre de grandeur. Au repos, la ventilation minute est de l'ordre de 6 litres par minute. Vous voyez qu'elle double lors de la marche à une vitesse banale, mais en marche rapide, vous voyez qu'elle peut monter jusqu'à 30 litres par minute. Et puis, si on fait du vélo de manière intensive ou si on fait une course d'endurance, cette ventilation minute peut atteindre jusqu'à 100 litres par minute. Et en fonction de l'entraînement du sujet, le sujet sera capable de maintenir cette ventilation minute pendant un temps plus ou moins long. Donc, vous voyez que entre un sujet qui est au repos et un sujet qui fait du vélo de manière intensive, on peut multiplier cette ventilation minute par un facteur de 10. Il y a deux moyens d'augmenter la ventilation et ces deux moyens sont évidents au vu de la définition de la ventilation minute. Le premier moyen, c'est d'augmenter le volume courant. Le deuxième moyen, c'est d'augmenter la fréquence respiratoire et ceci passe par une diminution, bien entendu, du temps total dédié à la respiration. En général, on commence par diminuer TE, le temps d'expiration, voire on diminue TI et TE. Alors en fait, tout l'air mobilisé par la ventilation pulmonaire ne va pas participer aux échanges gazeux qui sont la finalité de cette ventilation minute. Et on a besoin de caractériser cette notion d'espace mort. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre l'oxygène en rouge qui rentre dans les voies aériennes supérieures et l'arbre bronchique pour aller dans les alvéoles et qui va diffuser vers les capillaires pulmonaires. Et puis à l'inverse, le CO2 qui va passer des capillaires pulmonaires jusque dans les alvéoles et qui va être expulsé vers l'extérieur en passant par les voies aériennes supérieures et l'arbre bronchique. Tout l'air qui passe dans les voies aériennes supérieures et l'arbre bronchique ne va pas être utilisé pour des échanges gazeux. On parle d'espace mort anatomique. Et puis, on a un autre type d'espace mort. Vous avez de nouveau là le poumon qui est schématisé sous la forme de cet alvéole, avec l'oxygène qui rentre de l'extérieur, le CO2 qui peut repartir. La ventilation se fait de manière normale, mais le capillaire pulmonaire n'est pas fonctionnel. Donc il n'y a pas d'échange gazeux entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires, que ce soit de CO2 ou d'oxygène. On appelle ce type d'espace mort l'espace mort alvéolaire et on va voir comment cet espace mort peut avoir un impact sur la ventilation minute. C'est le sujet des quelques diapositives suivantes. L'espace mort physiologique, on le représente sous la forme d'un grand V avec un grand D en indice, là encore à cause de l'appellation anglophone de dead space. Cet espace mort physiologique, comme l'indique son nom, est strictement normal et se voit chez un sujet tout à fait sain. Il comprend l'espace mort anatomique, que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est tout l'air contenu dans les voies aériennes de conduction. Au niveau des voies aériennes de conduction, il n'y a pas d'échange gazeux entre l'air qui circule dans les voies de conduction et d'éventuels alvéoles. Et puis au niveau de certains alvéoles, on a une certaine quantité d'air qui est contenue dans ces alvéoles qui vont être bien ventilés, mais les capillaires pulmonaires ne sont pas fonctionnels et ce territoire alvéolaire est mal perfusé. Alors la ventilation minute, c'est la somme de la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire l'air qui rentre et qui sort des alvéoles multiplié par la fréquence respiratoire, et de la ventilation de l'espace mort, qui est la ventilation de l'espace mort anatomique et de l'espace mort alvéolaire.
Chez le sujet normal, cet espace mort alvéolaire, qui est donc représenté par des territoires alvéolaires où la ventilation se fait correctement, mais où la perfusion est arrêtée, est négligeable. En revanche, dans certaines situations pathologiques, cet espace mort peut être augmenté dans des proportions qui sont parfois dangereuses. C'est le cas par exemple d'une embolie pulmonaire, où un caillot va aller boucher une branche de l'artère pulmonaire, comme on voit ici au niveau du lobe supérieur droit. Il n'y a plus du tout de perfusion parce qu'il existe un caillot dans une branche de l'artère pulmonaire droite. Eh bien, dans ces circonstances, l'espace mort alvéolaire n'est plus négligeable. La quantité d'air qui arrive dans un territoire alvéolaire qui est mal perfusé est loin d'être négligeable et la ventilation va en souffrir. Chez le sujet normal, l'espace mort anatomique représente environ 150 ml. On peut l'estimer grossièrement comme le poids du sujet en kilos multiplié par 2, avec un rapport entre le volume de l'espace mort, VD, sur le volume courant, VT, qui est de l'ordre de 0,2 à 0,3. Chez le sujet normal, il est difficile de trouver des modifications physiologiques importantes de cet espace mort. On a les voies aériennes que l'on a et elles ne vont pas soit augmenter de volume, soit diminuer, en dehors de situations où on a une constriction des bronches, une bronchoconstriction, qui peut un petit peu diminuer l'espace mort anatomique, mais pas de manière à retentir sur la ventilation du sujet. Si l'on respire à travers un tuba, comme c'est illustré ici à droite, on peut augmenter le volume de l'espace mort, mais tant que ce volume de l'espace mort reste quand même nettement inférieur au volume courant, ça permettra quand même une ventilation alvéolaire suffisante. Donc, chez le sujet normal, on considère que l'espace mort physiologique est à peu près égal à l'espace mort anatomique. La ventilation minute, je vous l'ai dit, c'est le produit du volume courant par la fréquence respiratoire, mais tout ce volume courant ne va pas être utilisé pour les échanges gazeux au niveau de l'alvéole. Donc il est important aussi de connaître la notion de ventilation alvéolaire, qui est la proportion du volume courant qui atteint les alvéoles, volume courant moins volume de l'espace mort, multiplié par la fréquence respiratoire. Donc il n'y a que cette proportion du volume courant qui arrive dans les alvéoles qui va pouvoir être utilisée pour les échanges gazeux. Donc on peut au maximum se dire que si le volume de l'espace mort devenait quasiment égal au volume courant, eh bien les alvéoles, eux, ne seraient pas bien ventilés, ne recevraient pas suffisamment d'oxygène pour permettre les échanges gazeux, ne pourraient éliminer le gaz carbonique, et on aurait une ventilation minute normale, avec un volume courant peut-être de 750 ml, une fréquence respiratoire de 15, mais au niveau des alvéoles, la ventilation alvéolaire serait nulle si le volume de l'espace mort était quasiment celui du volume courant. Mais dans une situation normale, chez un sujet normal, la ventilation alvéolaire sera toujours inférieure à la ventilation minute, tout simplement parce qu'on ne peut pas court-circuiter le volume de l'espace mort qui est représenté par le volume des voies aériennes. Alors voyons maintenant comment est distribuée cette ventilation minute en fonction des régions du poumon. On peut faire inhaler au sujet un gaz radioactif inerte qui ne va pas passer des alvéoles vers les capillaires, et puis ensuite, une fois que la concentration s'est équilibrée, on peut recueillir la radioactivité émise par les différentes zones du poumon, et donc plus la zone du poumon aura reçu ce gaz radioactif, qui est ici du xénon, plus le comptage de radiation sera important. Et on voit ici chez ce sujet qui respire donc ce gaz radioactif inerte, que on retrouve le plus de comptage radioactif à la base du poumon et le moins au sommet du poumon. On peut aussi coupler ça à ce qu'on appelle une scintigraphie de ventilation, où on objective sous forme visuelle la distribution de la ventilation avec une distribution préférentielle de la ventilation vers la base du poumon. Si l'on représente cette ventilation en fonction de la hauteur du poumon, on voit que à la base du poumon, on a une ventilation alvéolaire qui va être supérieure à ce qu'on pourrait prédire si on divise la ventilation alvéolaire par les différentes régions du poumon.
Ici, au niveau du trait rouge, on a une ventilation alvéolaire qui est celle qu'on prédirait. On pourrait dire pour telle tranche de poumon, on devrait avoir telle ventilation alvéolaire. Eh bien, au sommet du poumon, cette ventilation alvéolaire réelle va être inférieure à la valeur prédite. Il y a moins de ventilation que ce à quoi on s'attendrait. Et en revanche, à la base du poumon, il y a plus de ventilation alvéolaire que ce qu'on pourrait prédire. Et enfin, on va dire quelques mots de la ventilation artificielle. La façon la plus ancienne de ventiler artificiellement un sujet est la ventilation à pression négative. On crée une dépression autour de la cage thoracique qui va permettre cette distension. La cage thoracique étant distendue, on retrouve les différentes étapes que l'on a vues précédemment. Attraction de la plèvre viscérale vers l'extérieur, diminution de la pression pleurale, attraction de la plèvre viscérale, attraction des alvéoles, augmentation du volume pulmonaire, et donc la pression alvéolaire devient inférieure à la pression atmosphérique et le débit d'air peut s'enclencher. C'est ce qu'on appelait les poumons d'acier, qui est évidemment quelque chose du passé, mais c'est une façon de permettre la ventilation minute. La façon plus actuelle de ventiler artificiellement un patient est la ventilation à pression positive, au cours de laquelle on insuffle de l'air dans les voies aériennes, soit dans les voies aériennes supérieures si on insuffle l'air à l'aide d'un masque ou au cours d'un bouche à bouche, ou directement dans la trachée si le sujet est intubé. Ceci permet d'augmenter la pression extérieure par rapport à la pression qui règne au niveau des alvéoles et donc d'établir un débit d'air de l'air extérieur vers les alvéoles. Cette ventilation artificielle est le seul moyen de suppléer à une défaillance du système respiratoire et la ventilation pulmonaire est la seule étape de la ventilation que l'on puisse remplacer artificiellement.